mise à disposition de ressources au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Le dit comité, mis en place par certains partis politiques d'opposition, a soumis au gouvernement un budget qui s'établit à la somme de 159 436 200 francs CFA pour la réalisation de cet audit. Le Conseil a autorisé la mise à disposition intégrale des ressources et instruit les ministres chargés des Finances et de la Justice d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. En point 6. Compte rendu de la mise en œuvre du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE sur la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2024. En guise de rappel, il est à préciser que le dit programme, mis en œuvre depuis le 1er juillet 2020, a pour objectif de recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans. Ils devraient acquérir un minimum d'expérience, les rendant plus aptes à se faire recruter à l'issue de la période d'insertion ou, au mieux, s'installer à leur propre compte, fort du renforcement de capacités dont ils ont bénéficié. Au 31 décembre 2024, le programme affiche un taux de réalisation de 89,1%. En effet, sur la période sous référence, 7 130 candidats, dont 30,1% de femmes, ont été insérés dans 1668 entreprises bénéficiaires pour 13 31 230 391 francs CFA de subventions accordées à celles-ci sous forme de salaire directement payés aux allocataires par le Trésor public et 1 763 799 685 francs CFA consacrés aux charges d'opération et de fonctionnement, soit un investissement total d'environ 15 milliards de francs CFA. Par ailleurs, l'enquête effectuée en juin 2024 sur l'itinéraire professionnel des candidats à l'emploi insérés dans les entreprises révèle un impact significatif du programme sur l'employabilité et le revenu des bénéficiaires. Ainsi, sur l'ensemble de ceux d'entre eux arrivés au terme des 2 ans prévus au contrat du programme, 68,63% sont maintenus en emploi, à raison de 55,69% dans l'emploi salarié et 12,94% convertis dans l'emploi indépendant. Malgré ces résultats encourageants, force est de constater que les profils des demandeurs d'emploi ne correspondent pas souvent aux besoins des entreprises. En réalité, pour 63 728 candidats à l'emploi inscrits et éligibles, 15 501 postes étaient demandés par les entreprises et publiés sur la plateforme du PSIE. Il en découle que, n'eussent été les difficultés liées à l'inadéquation des profils des postulants, les performances auraient pu être meilleures. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil a instruit les structures impliquées à l'effet de poursuivre le programme en veillant à prendre les mesures correctives adéquates en vue d'en optimiser les performances. Je ne veux pas voir couler du sang dans ce pays. 19 février 1990, 19 février 2025. Il y a 35 ans que démarrait la Conférence nationale des forces vives de la nation, une rencontre historique qui jetait ainsi les bases de la démocratie et de l'état de droit après 19 ans de révolution marxiste-léniniste. La Conférence des forces vives de la nation qui a pris fin le 28 février 1990 à l'hôtel PLM Aledjo de Cotonou a ouvert la voie à l'ère démocratique au Bénin et partant pour toute l'Afrique. Elle fait suite à la session conjointe des organes centraux de l'État des 6 et 7 décembre 1989 qui avait entre autres décidé de la libération du pays de l'idéologie du marxisme-léninisme et de séparer le Parti de la Révolution populaire du Bénin PRPB de l'État, de la création d'une nouvelle structure gouvernementale. En effet, à la faveur du coup d'État du 26 octobre 1972, le régime militaire de Mathieu Kérékou s'est emparé du pouvoir.
Mais très tôt, ce régime sera confronté à d'énormes difficultés ayant conduit à des crises sociales, notamment grèves, mesures austères, émeutes et j'en passe. Cette situation a atteint son pic en 1989 avec la grève générale qui a conduit à la paralysie de tout le système et obligé les Béninois à s'asseoir autour d'une table et à se mirer dans la glace. Pourtant, les révolutionnaires avaient promis de diriger le pays dans la sagesse et la dignité. Cette conférence s'est déroulée sous la présidence de Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou à l'époque. Ayant réuni près de 500 participants venant de toutes les couches socio-professionnelles, de sensibilités politiques diverses et d'intérêts divergents, elle a jeté les bases d'un état de droit dans lequel le pouvoir est service. À l'issue des pourparlers, les participants se sont entendus pour demander que le pouvoir ne puisse être confisqué par quelques-uns pour l'écrasement des autres et pour proclamer sans ambiguïté la souveraineté du rassemblement et la force exécutoire des décisions, selon le rapport général présenté par Albert Tevoyedre. Il est alors décidé que les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires soient clairement séparés, que la presse soit libre et responsable, que puissent s'exprimer et fleurir des mouvements associatifs, des coopératives dynamiques et productrices de biens. La conférence nationale a également décidé du changement d'une nouvelle constitution qui sera soumise au référendum populaire plus tard. Une loi fondamentale adoptée le 11 décembre 1990 qui consacrera un régime entièrement démocratique avec un développement fondé sur le travail, la liberté et la solidarité. Sous l'autorité du chef de l'État Mathieu Kérékou qui s'est montré assez ouvert, un gouvernement avec à sa tête un premier ministre unanimement désigné par la conférence en la personne de Nicéphore Soglo, ancien cadre de la Banque mondiale, est chargé de trouver les voies et moyens pour sortir de la grande crise qui sévissait. Pour ce faire, il a été jugé opportun de coupler au programme d'ajustement structurel un programme national de redressement économique et social, comptant sur les ressources nationales, les organisations non gouvernementales, nationales, internationales et la diaspora. Un haut conseil de la République fut également institué pour contrôler le suivi des décisions de la conférence nationale, exercer la fonction législative, notamment en matière budgétaire, contrôler l'exécutif, superviser les élections législatives et présidentielles, ainsi que le règlement des contentieux électoraux, assurer l'accès équitable des partis politiques aux masses médias officiels et veiller au respect de la déontologie en matière d'information. En somme, cette conférence des forces vives a eu le mérite de réconcilier la nation et de baliser le chemin à l'avènement de la démocratie au Bénin. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui me rappelle l'anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Ça s'est passé du 19 au 28 février 1990. La journée d'aujourd'hui me rappelle l'anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Cette histoire-là, les Béninois comme moi là, ne peuvent jamais l'oublier. Vous comprenez? C'est pourquoi même chaque année, il y a toujours des voix qui s'élèvent pour en parler. Vous comprenez? Maintenant, moi je crois, qu'est-ce qui a amené nos aïeux, je dirais, à organiser ces assises? C'est parce qu'il y avait crise de conscience. Le pays ne marchait pas. Le pays ne marchait pas du tout. Malgré tout, le pays ne marchait pas. Et le général Batek aussi a compris. Il a dit, comme ça là, il faut qu'on aille aux assises. Vous comprenez? Et le jour-là même, dans la salle, il s'est comporté comme un simple citoyen béninois. Il peut même tirer sur les gens. Mais il a dit, bas la terre. Vous comprenez? Ils ont échangé pendant des jours, je crois. Et ils ont même trouvé une issue. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Vous comprenez? Et ça doit être pour nous là une continuité. La conférence nationale a eu lieu comment? La conférence nationale a eu lieu sous le général Mathieu Kérékou, qui à un moment donné de la vie, politique d'État avait le dos au mur parce que les finances étaient problème. Et parce que les finances étaient problème,
il y avait une agitation au sein de ce pays qu'il dirigeait dans le temps. Et 1 minute de silence. J'avais oublié, sinon c'était au départ, j'allais demander 1 minute de silence en mémoire de Mathieu Kérékou, de Monseigneur de Souza et de tous mes frères PCD à l'époque qui étaient morts, soit en prison, soit sous les balles du régime militaro-marxiste. À la conférence, mais je salue aujourd'hui Robert Dossou, il est encore vivant. C'est lui qui a accepté rentrer dans le gouvernement révolutionnaire à l'époque, en 88, je crois, ou bien 89. Et c'est lui qui a initié la conférence nationale. Kérékou a tout accepté. Et ça a commencé. Mais, malgré ça, le peuple n'était pas d'accord. Et le PCD a réussi à soulever tout le peuple béninois. Principalement la population de Cotonou. Je dirais les populations de Cotonou, de Porte-Novo, d'Abomey. Il y avait une marche. Le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, était à la place Lénine. J'y étais. J'étais témoin. La première des choses, c'est le courage, l'ambition et le courage de ces participants, des participants de cette conférence d'alors. S'ils n'étaient pas courageux, la conférence n'allait pas aboutir. Parce qu'il est venu un moment où certains ont pris peur. Surtout quand le feu Kouandoté avait pris la parole, certains ont pris peur. Mais le général est venu les rassurer que la conférence est souveraine. Et ils ont entonné l'hymne national avec les larmes. Et c'est là où Monseigneur de Souza, paix à son âme, a revu le système d'assises, a revu même ceux qui vont même faire la rédaction. Parce que les gens étaient prêts pour faire échouer cette conférence. On doit lui donner ses droits, le respecter. Et non se dire qu'on est fort, on est puissant pour écraser les gens. Les fonctionnaires doivent savoir ce qu'ils ont à faire. Est-ce que vous voyez? Même si vous êtes contre la personne, si la personne mérite quelque chose, donnez-lui ça. Un enfant de 40 ans, 42 ans, 43 ans ne peut pas parler de la conférence nationale parce qu'il ne connaît rien de ça. Il ne connaît pas. Et il n'a jamais entendu parler à côté de lui d'un acteur ou de quelqu'un qui a connu la conférence en son temps. D'où je déplore les enseignants de tous bords d'aujourd'hui qui ne comprennent pas ce que la conférence nationale avait dit, ils ne peuvent pas l'enseigner. Mois de février, mois de souvenirs politiques au Bénin. Du 19 au 28 février 1990, le destin de la République populaire du Bénin d'alors, a basculé à la faveur de la conférence nationale ayant réuni à Cotonou les forces vives du pays dirigées depuis 1972 par Mathieu Kérékou. À la recherche d'un homme neutre et charismatique, le choix a été porté sur Monseigneur Isidore de Souza pour présider la conférence nationale des forces vives de la nation. La Providence l'a choisi pour faire de lui l'instrument qui a permis d'ouvrir la voie de la démocratie au Bénin et en Afrique. Au départ, comme vous le savez, c'était Monseigneur Sastre qui était habitué à ces études de la situation de notre pays. Mais bon, pour raison de santé, Monseigneur de Souza l'a remplacé. Et vous savez, la providence divine, que Monseigneur de Souza soit là, et le témoignage même du président de la République qui a dit publiquement comment est-ce que, grâce à Monseigneur de Souza, toutes les contradictions dans l'hémicycle
dans la salle de conférence avait été bien gérée, bien coordonnée par celui qui était un homme de tempérance et de pondérance, capable d'encaisser et de faire espérer ce qui était comme impossible. Jusqu'au bout, il a tenu, et je pense que, qu'on le veuille ou non, il représente vraiment, Monseigneur de Souza, la pièce maîtresse de tout ce qui s'est passé et de la résurrection vraiment de notre pays. Pour avoir conduit les travaux de ce virage national sensible avec tact et fermeté, il a montré ses qualités de fin diplomate, d'homme de conviction, mais aussi d'écoute et de concession. Je n'ose pas croire que nos frères des forces armées ne nous ont pas tendu un piège et que le marché que nous sommes en train de conclure avec eux n'est pas un marché de dupes. La situation est très importante. Nous sommes responsables de ce qui se passera demain. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang, ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ces flots. Les tentatives sans grand succès dans d'autres pays avec des hommes d'église, pourtant de son rang sur le continent, montrent que cette figure avait quelque chose de particulier, une certaine onction qui lui a permis de canaliser les débats et de contenir les rivalités à peine voilées. Je pense que le meilleur acquis, c'est la démocratie. Une démocratie qu'il faut absolument entretenir et sauvegarder, une démocratie qui nous a donné la liberté de participer à la construction de son pays, la liberté de s'engager pour le bien-être de son pays, la liberté même de se sacrifier pour le pays. C'est aussi une liberté que d'accepter les sacrifices inhérents au développement de son pays. Et je pense que cette liberté-là, c'est la chose la plus fondamatrice de notre bien-être commun. Et je pense que si on sauvegarde cette liberté d'expression, liberté d'engagement, liberté de sacrifice, la démocratie irait de mieux en mieux. Au-delà du devoir et de la responsabilité de citoyens et de chrétiens accomplis, il a évité que les politiciens se servent de lui et de l'Église à des fins inavouées. Son œuvre est immense et à perpétuer. Les lions d'Afrique de l'Ouest sont en danger critique d'extinction. Emblème national du Sénégal, ils sont considérés comme de bon augure par de nombreux citoyens. Un symbole qui pousse de nombreuses personnes à la chasse aux lions pour créer des talismans protecteurs avec leur peau. Le parc national de Niokolo-Koba est le dernier sanctuaire sénégalais pour ces grands félins. L'activité que nous rencontrons plus, c'est le braconnage. Donc, si nous prenons l'année dernière, en un seul mois, on avait appréhendé 10 braconniers et 7 armes. Il existe 9 brigades qui travaillent dans le parc du Niokolo-Koba. Elles patrouillent à la recherche de braconniers, mais aussi de mineurs qui tentent de mettre la main sur les vastes gisements d'or du parc. Elles ont plus de 3500 km² à couvrir et une grande partie ne peut se faire qu'à pied. Le commerce illégal de parties de léopards et de lions se développe au Sénégal en raison de croyances profondément ancrées dans les pouvoirs mystiques des talismans en peau d'animaux, connus sous le nom de gris-gris. Ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait les impliquer. Il faudrait les impliquer dans la gestion. Il faudrait les sensibiliser pour l'intérêt de la conservation. Il faudrait parler avec eux. Il faut aussi les écouter.
Au bureau du parc national de Tambacounda, une ville du Sénégal oriental située à environ 80 km de Niokolo-Koba, une petite réserve située à l'arrière de l'enceinte déborde de peaux de lion et de léopard, de cornes et de crânes d'animaux confisqués. On peut faire une ordonnance qui demande de la peau de lion ou de la peau de hyène. On peut ajouter d'autres choses. Il n'y a pas que la peau de lion que nous prescrivons. On peut aussi utiliser de la poudre d'or pour faire un gris-gris. La peau de lion peut être prescrite pour protéger quelqu'un qui voyage. Les lois sénégalaises sur la chasse et la faune sauvage sont largement considérées comme trop laxistes. Les récentes condamnations pour contrebande de parties de lions et de léopards n'ont donné lieu qu'à 1 mois d'emprisonnement. Alors que la crise en République démocratique du Congo s'aggrave, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence pour éviter une escalade régionale. Les Nations Unies dénoncent une explosion des violences, évoquant des exécutions sommaires, des pillages et une crise humanitaire qui s'aggrave. La ministre congolaise des Affaires étrangères a exigé un vote pour que le Rwanda se retire de son territoire. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma. Des hommes et des femmes abattus. Des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante. La RDC a demandé un embargo sur les exportations rwandaises de ressources naturelles. De son côté, Kigali rejette toute accusation, affirmant que ce conflit ne repose pas sur les ressources, mais sur une mauvaise gouvernance de la RDC. Les responsables sont bien connus et exploitent la RDC. Le Rwanda ne détient aucune concession minière en RDC. Pourtant, nous continuons à être accusés à tort. L'affirmation selon laquelle les ressources minérales alimentent ce conflit est fausse et provocatrice. Le M23 implique des personnes qui se battent pour faire valoir leurs droits légitimes à la citoyenneté et accéder à leurs terres ancestrales. Le Rwanda ne peut pas servir de bouc émissaire pour les dysfonctionnements économiques de la RDC. Une commission d'enquête internationale a été lancée et l'ONU avertit que sans action, la guerre pourrait embraser la région des Grands Lacs. Alors qu'il devait comparaître devant le tribunal civil mercredi, l'opposant ougandais Kizza Besigye, 4 fois candidat à la présidence, n'a fait qu'une brève apparition avant qu'un juge ne le déclare trop malade pour suivre la procédure. Les avocats de l'opposant tentaient d'obtenir sa liberté alors qu'il est détenu dans une prison de haute sécurité de la capitale Kampala, vers laquelle il a été reconduit. La justice de l'affaire exigeait qu'il y ait aujourd'hui un recours, qu'il y ait une décision et qu'elle soit instantanée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pour aggraver les choses, nous n'avons reçu aucune idée ou indice sur la date à laquelle la décision sera rendue. La famille de Besigye affirme qu'il a entamé une grève de la faim pour protester contre son maintien en détention après que la Cour suprême de l'Ouganda a statué le mois dernier que les tribunaux militaires ne pouvaient juger des civils. Je suis dévastée, mais je ne suis pas surprise. Besigye est un captif. Il a été kidnappé, il est en captivité comme nous tous. Le président Yoweri Museveni nous a tous mis en captivité. Le maintien en détention de M. Besigye attire de plus en plus l'attention car ses partisans, les militants et d'autres personnes avertissent qu'il a besoin de soins médicaux et qu'il devrait être libéré de ses conditions de détention. Il ne s'agit pas de poursuite mais de persécution. Le docteur Besigye n'aurait pas été traduit en justice aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de pression. Vous remarquez que c'est le même juge qui a envoyé Kakwenza en prison au lieu de l'envoyer aux soins intensifs après de graves tortures. C'est ce même juge qui a déclaré que la distribution d'argent au Parlement était légale. En même temps, c'est le même juge qui renvoie le docteur Kizza Besigye en prison au lieu de l'envoyer à l'hôpital. Les avocats de Kizza Besigye affirment que lui et d'autres personnes inculpées devant la cour martiale auraient dû être libérés immédiatement.
Les dirigeants africains ont approuvé la création du mécanisme africain de stabilité financière hébergé par la Banque africaine de développement pour prévenir les crises de la dette sur le continent. Ce fonds obtiendra une notation de crédit pour emprunter sur les marchés internationaux. Initié en 2022, il doit encore être ratifié par les États. Face à l'augmentation des remboursements de dettes et au risque de défaut de paiement engendré par des défis économiques tels que la diminution des recettes et le changement climatique, l'Afrique mettra en place un outil financier régional. L'adhésion à ce mécanisme sera volontaire, avec la possibilité d'inclure des participants non africains sous certaines conditions. L'objectif visé est d'économiser 20 milliards de dollars d'ici 2035. Avec le feu vert officiel obtenu lors du récent sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la BAD prévoit maintenant de passer rapidement à la rédaction des accords pour obtenir les ratifications des pays participants. Au Soudan du Sud, les retards fréquents dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018 font planer l'incertitude sur la transition du pays vers une paix et une démocratie durable. La question d'un retour à l'ordre constitutionnel était au cœur d'un forum organisé par les partis politiques et l'ONU. Le peuple du Soudan du Sud attend depuis trop longtemps une paix durable, la stabilité et une gouvernance démocratique. Leur patience n'est pas infinie. Ils attendent de cette extension qu'elle ne se contente pas de prolonger le statu quo, mais qu'elle débouche sur des actions concrètes qui aboutiront à la mise en œuvre de l'accord de paix, à des élections crédibles et à la mise en place d'institutions démocratiques inclusives qui représentent la volonté de tous les Soudanais du Sud. Les participants au forum ont recommandé une série d'actions pour accélérer les efforts visant à concrétiser tous les éléments de l'accord de paix afin que les citoyens du Soudan du Sud puissent avoir l'occasion d'élire leurs propres dirigeants en 2026. Je demande instamment à la Convention de veiller à ce que les partis politiques puissent exercer leurs droits et contribuer conformément à la loi à favoriser le processus démocratique. Le forum s'est également attardé sur la réalisation d'objectifs essentiels, notamment la finalisation des dispositions transitoires en matière de sécurité ou encore l'élaboration d'une nouvelle constitution.